Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. On peut maintenant l'affirmer avec certitude, la contre-offensive de l'Ukraine est un échec. Ça peut sembler brutal, mais le constat vient des Ukrainiens eux-mêmes. On parle d'une impasse, d'un blocage, et plus que ça avance, plus il devient clair qu'au rythme actuel, l'Ukraine va manquer de ressources avant la Russie. Récemment, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a fait une sortie absolument stupéfiante, affirmant tout haut que l'Ukraine est à bout de solutions et que malgré des pertes considérables, l'armée fait du surplace. Pour lui, on se retrouve dans une impasse comparable à la Première Guerre mondiale. Manque d'argent, manque de munitions. Faut dire que ce sont des thèmes récurrents dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais cette fois, c'est le manque de soldats qui menace réellement l'Ukraine. Et pire encore, à mesure où le conflit s'enlise, les alliés s'impatientent. En fait, on murmure que l'Allemagne et les États-Unis tentent secrètement de pousser l'Ukraine à céder des portions de son territoire en échange d'un accord de paix avec la Russie. Tout ça est un peu prévisible. Depuis des mois, on sent la fatigue de l'Ouest face à l'Ukraine. Or, aujourd'hui, avec le ralentissement de l'économie mondiale, l'augmentation massive du coût de l'endettement, l'échec de la contre-offensive et l'émergence de nouvelles menaces stratégiques, plusieurs cherchent désespérément la porte de sortie. Aujourd'hui, je vous propose un décryptage impartial et lucide pour mieux comprendre comment on est arrivé là, comment la contre-offensive ukrainienne a pu échouer de manière si décevante malgré toutes les promesses. Qu'est-ce que ça veut dire pour la continuité du conflit? Que faire si les alliés s'impatientent et décampent? Et alors que plusieurs appellent à la négociation pour éviter l'effondrement total de la résistance et sauver ce qui reste de l'Ukraine, quoi faire si la Russie refuse et continue de se battre? Bienvenue à 7 jours sur Terre. Cette production est présentée en collaboration avec notre plus fidèle partenaire CyberGhost VPN, les leaders mondiaux dans l'industrie de la cybersécurité avec plus de 15 ans d'expérience et quelques 38 millions d'utilisateurs. CyberGhost, c'est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot, un réseau privé virtuel ou un VPN, c'est un outil qui augmente votre sécurité sur le web et qui permet de se déplacer virtuellement partout à travers le monde. Ainsi, si vous êtes dans un café ou sur un réseau Wi-Fi public ou même à la maison, vous pouvez masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Mais encore plus, avec CyberGhost VPN, vous pouvez changer votre emplacement virtuel et accéder à du contenu géographiquement bloqué sur plus de 40 plateformes de streaming, incluant Netflix, Disney Plus et Amazon Prime. C'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows, iOS, Android. En plus, vous pouvez partager un compte avec 7 appareils différents, autant les vôtres que ceux de vos proches. Pour obtenir 4 mois gratuits et une remise de 83% pour un tarif spécial de 2,03 € par mois, utilisez le lien fourni dans la description. Et si vous n'êtes pas certain d'aimer le service, CyberGhost vous offre une garantie 45 jours, satisfait ou remboursé, tout ça avec une équipe disponible en français, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Depuis les premiers mois de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on nous a promis à de nombreuses occasions que la contre-offensive de l'Ukraine serait déterminante et qu'en lui donnant les armes et les ressources nécessaires, elle sera en mesure de récupérer des portions considérables de son territoire. Après tout, l'Ukraine en a surpris plusieurs juste en résistant à l'assaut initial. Il faut dire qu'il existait des signes encourageants quant à la capacité à reprendre du terrain. Lorsque l'Occident constatait la faiblesse stupéfiante de l'armée russe ainsi que ses nombreuses lacunes logistiques et stratégiques, il est devenu évident qu'on avait affaire à un combat beaucoup plus égal qu'anticipé. C'est ainsi qu'a pris naissance l'idée d'une vaste contre-attaque. Des soldats ukrainiens ont été entraînés par milliers dans des pays alliés afin d'apprendre les tactiques de combat modernes et l'utilisation des armes de l'OTAN. 9 brigades, soit 36 000 soldats. Pendant des mois, on a accumulé des armes, des munitions, on a préparé ce qui était annoncé comme une opération d'une envergure historique. Pour appuyer cet effort, les alliés de l'Ukraine ont mobilisé un appui financier et matériel sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. La contre-attaque était prévue pour avril ou mai au plus tard, dès que le terrain serait assez ferme pour les chars. Les troupes ukrainiennes allaient tenter de pénétrer les lignes de défense russes afin de diviser le front en deux, une stratégie audacieuse avec le potentiel d'ouvrir les portes de la Crimée. Puis, avril et mai sont passés, sans la moindre nouvelle. C'est que la préparation est plus longue que prévu. Il manque des armes, les livraisons se font attendre. Pendant ce temps, les Russes préparent un formidable réseau de fortifications et de positions défensives, composé de tranchées, de pièges et d'épais champs de mines. Et puisque l'Ukraine a télégraphié son plan militaire au monde entier depuis des mois, la Russie sait exactement à quoi s'attendre. Début juin,
la fenêtre d'opportunité commence à se refermer pour une offensive. C'est maintenant ou jamais. Lorsque l'Ukraine lance finalement sa grande opération, elle se bute à une résistance farouche, alors que les champs de mines s'avèrent presque impossibles à traverser pour les colonnes de chars et de blindés. Les pertes sont catastrophiques. Au cours des 2 premières semaines, l'Ukraine perd 20% de tout l'équipement qu'elle envoie sur le front. La formation de 4 ou 5 semaines fournie aux soldats ukrainiens s'avère clairement insuffisante et inadéquate. Sur le front, des soldats se plaignent du manque d'expérience des unités envoyées au combat. On dit que les véhicules fournis par l'Europe et les États-Unis sont mésadaptés, qu'ils sont faits pour combattre des insurgés, mais jamais une armée moderne. Comme le résume un soldat ukrainien, ils se sont battus en Afghanistan et en Irak et l'ennemi là-bas n'est pas comme les Russes. Soudainement, la stratégie ukrainienne se met à changer pour s'adapter aux pertes massives de soldats et d'équipements. Au lieu des grandes attaques combinées avec plusieurs unités, on revient à ce qu'on sait faire le mieux, soit des opérations terrestres, plus modestes et moins risquées. Or, le problème, c'est que ça veut aussi dire que la contre-offensive fait du surplace et que les gains territoriaux sont beaucoup plus longs à réaliser. En fait, quand on s'en tient aux chiffres et qu'on compare le taux de progression de l'armée ukrainienne avec celui de d'autres grandes batailles historiques, on constate que la situation est dans une véritable impasse qu'on peut seulement comparer avec les pires hachoirs de la Première Guerre mondiale. Exactement comme durant la bataille de la Somme, l'armée ukrainienne avance à un rythme d'environ 90 mètres par jour, et ce, au prix d'innombrables pertes humaines et matérielles. Et si c'était longtemps un secret de polichinelle, les Ukrainiens commencent eux-mêmes à briser le tabou et à l'évoquer ouvertement. La contre-offensive est un échec. Dans une entrevue stupéfiante avec le magazine britannique The Economist, nul autre que le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a tenu des propos extrêmement candides quant à l'état de la guerre. En gros, le général Valéry Zaloujny compare la situation de la Première Guerre mondiale, évoquant un certain nombre de facteurs pour justifier le blocage actuel. D'abord, la parité technologique entre la Russie et l'Ukraine signifie qu'aucun des deux camps ne peut vraiment obtenir un avantage décisif, à moins de s'imposer des pertes démesurées. Il y a plus de 3 Russes pour chaque Ukrainien, et de plus en plus, on tire des leçons brutales quant aux nouvelles réalités de la guerre moderne. Les drones sont partout. Impossible de se rassembler, impossible de rester au même endroit, impossible de se cacher. Les technologies de détection, d'imagerie, de ciblage sont plus redoutables que jamais. Selon le général Zaloujny, le simple fait que nous voyons tout ce que fait l'ennemi, et eux voient tout ce que nous faisons. En fait, il affirme que les Russes disposent d'un avantage considérable puisque leurs technologies de guerre électronique et de brouillage sont plus efficaces. Résultat, les troupes ukrainiennes sont incapables de coordonner leurs mouvements parce que leurs communications sont carrément compromises. Pire encore, le général affirme que les armes dépendantes aux données GPS fournies par l'Occident sont souvent rendues caduques par le brouillage. Sans détour, Zaloujny déclare « Si vous regardez les manuels de l'OTAN et les calculs que nous avons faits, 4 mois auraient dû être suffisants pour atteindre la Crimée, se battre en Crimée, revenir ici et y retourner à nouveau. Au début, j'ai cru que quelque chose clochait avec nos commandants, donc j'en ai remplacé. Ensuite, j'ai cru que peut-être nos soldats n'étaient pas adaptés. Rien n'a changé. Sur le terrain, l'Ukraine demeure incapable de percer les lignes défensives de la Russie. Pour certains, l'armée ukrainienne n'a jamais vraiment une chance puisqu'on lui demande d'appliquer des tactiques basées sur l'usage combiné des forces terrestres et aériennes, alors que l'Ukraine ne dispose d'aucune force aérienne. En d'autres mots, l'Ukraine se bat carrément avec une main dans le dos. Évidemment, des alliés ont commencé à entraîner des pilotes ukrainiens sur des avions de combat et éventuellement ils seront déployés sur le front, mais ce ne sera pas avant plusieurs mois. Et le problème, c'est que, ironiquement, ces mêmes alliés commencent aujourd'hui à perdre patience et à regarder vers la porte de sortie, alors que l'économie mondiale ralentit, que le coût des emprunts explose et que le conflit s'enlise sans véritable gain stratégique ou territorial. Aux États-Unis, on assiste à un véritable effondrement de l'appui politique pour la guerre en Ukraine. D'après un sondage début novembre, 41% des électeurs américains affirment que le pays en fait trop pour aider l'Ukraine. Chez les républicains, c'est 62%. On pourrait identifier plusieurs facteurs pour expliquer ce revirement, notamment l'inflation, les impacts sur la stabilité mondiale ou le poids sur le budget, mais un d'entre eux, c'est sans aucun doute ce qu'on pourrait appeler l'effet Donald Trump. Avec l'élection présidentielle dans moins d'1 an, Trump détient toujours une avance quasi insurmontable sur ses adversaires, et à moins d'un cataclysme, tout indique qu'il affrontera Joe Biden en 2024. Et le problème pour l'Ukraine, c'est que Trump s'est positionné
très clairement en faveur d'un cessez-le-feu et d'une paix négociée. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. How would you settle that war in one day? Because I'll meet with Putin, I'll meet with Zelensky. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. It'll be absolutely over. Do you want Ukraine to win this war? I don't think in terms of winning and losing. I think in terms of getting it settled so we stop killing all these people and breaking down this country. Now, Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. Ainsi, à mesure que l'élection approche, il n'est pas surprenant de voir les républicains s'aligner avec lui, non seulement les électeurs, mais aussi les législateurs et tous ceux qui gravitent autour du parti. Déjà, Joe Biden fait face à l'opposition farouche de plusieurs républicains. Il doit réaliser des acrobaties politiques pour continuer à financer l'Ukraine. Ainsi, tant pour l'Ukraine que pour la Russie, la prochaine élection américaine sera absolument déterminante. En fait, ça vaut ce que ça vaut. Mais certains affirment que Poutine attend de voir qui va gagner, parce qu'il est conscient que Donald Trump pourrait mettre fin à l'appui américain. Faut dire que le contexte politique en Europe est loin d'être plus favorable pour l'Ukraine. D'abord, les pays européens ont presque vidé leur surplus d'armes et de munitions. Ensuite, certains leaders commencent ouvertement à remettre en question la stratégie du bloc face à la Russie. En Italie, Giorgia Meloni parle de fatigue chez les alliés. En Hongrie, Viktor Orban menace de bloquer toute assistance à l'Ukraine, incluant un fonds de 50 milliards d'euros si jamais l'Union continue de bloquer des fonds pour la Hongrie. Mais encore plus, Orban appelle à une révision en profondeur de la stratégie face à l'Ukraine. Il dit que sans les États-Unis, alors tout ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Même chose aux Pays-Bas. Le nouveau leader Geert Wilders s'est non seulement positionné contre les livraisons d'armes pour l'Ukraine, mais aussi contre son admission à l'OTAN et à l'Union européenne. C'est énorme. Le consensus politique en Occident en faveur de l'appui à l'Ukraine est sérieusement remis en doute. En fait, même en Allemagne, le gouvernement vient de se faire dire par son propre tribunal que ses plans budgétaires sont carrément illégaux et qu'il faudra donc couper partout, incluant dans les dépenses militaires prévues. Dans les coulisses, on entend des murmures à propos d'une entente secrète entre l'Allemagne et les États-Unis afin de pousser l'Ukraine à la négociation. D'après un magazine allemand, Berlin et Washington se sont entendus au mois de mars pour limiter les livraisons d'armes et de munitions de manière à livrer juste assez à l'Ukraine pour maintenir les lignes actuelles sans reprendre de territoire. L'objectif serait de pousser subtilement l'Ukraine à la négociation, tout en s'assurant qu'elle soit en bonne position pour négocier avec Poutine. En cas d'échec, les États-Unis et l'Allemagne auraient aussi un plan B, consistant à geler le conflit sur les lignes actuelles, sans entente formelle avec la Russie. Autrement dit, on reviendrait à la situation de 2014 à 2022 avec un conflit latent dans l'est de l'Ukraine et des affrontements périodiques à plus petite échelle. J'imagine que vous le savez déjà, mais c'est bien sûr une idée complètement stupide, car naïvement, cette stratégie présume que la Russie va simplement déposer les armes, accepter un cessez-le-feu et abandonner le front en sifflotant, alors que l'Ouest cherche ouvertement à larguer l'Ukraine. Soyons sérieux. Dans une guerre d'attrition comme dans celle à laquelle on assiste, le perdant est le premier à cligner des yeux. Depuis le début, Poutine a clairement signalé que son intention était de battre l'Occident dans un concours de patience. Comme le disent les anglo-saxons, « wait out the West ». Imaginons un instant que vous êtes en guerre. Votre adversaire s'accroche grâce à l'appui d'une puissance étrangère qui elle-même signale ouvertement la fin imminente de cet appui. Évidemment, vous utilisez cette information à votre avantage. Il serait pour le moins embarrassant de croire que simplement parce que l'Ukraine et l'Occident veulent mettre fin à la guerre, la Russie va y consentir. Si la Russie sent moindrement qu'il y a du sang dans l'eau et que l'Ukraine est à bout de ressources, alors pourquoi accepterait-elle un cessez-le-feu? Pour faire plaisir aux Russes? Soyons sérieux, d'après les quelques sondages crédibles et reconnus à l'extérieur de Russie, la population russe appuie toujours solidement la guerre en Ukraine et la plupart refusent tout simplement toute forme de concession sur les objectifs de guerre initiaux. La Russie dispose d'une population plus nombreuse lui permettant d'encaisser des pertes humaines considérables. En fait,
Poutine vient tout juste d'ordonner une nouvelle expansion de l'armée russe et même au niveau industriel. Il semble que la Russie a trouvé ses jambes alors que les généraux ukrainiens confessent eux-mêmes que Moscou détient un énorme avantage en matière de munitions. L'économie russe s'est rapidement militarisée. En 2024, environ 30% du budget de l'État ira aux dépenses militaires. Visiblement, la Russie n'a aucune intention de ralentir la cadence. Au contraire, déjà, le Kremlin prévient que l'Occident tente de geler le conflit pour réarmer l'Ukraine. Ainsi, même si la guerre impose clairement un fardeau considérable sur l'économie russe, il demeure que Moscou n'est pas dépendant d'acteurs externes pour soutenir les dépenses militaires. Ce que ça veut dire, c'est que face à un adversaire vulnérable et à des Occidentaux qui reculent lentement vers la porte de sortie, il faut s'attendre à ce que Moscou adopte une position maximaliste dans toute forme de négociation. Oubliez les réparations. Oubliez le retour des territoires conquis. En fait, s'il fallait qu'une négociation de cessez-le-feu se tienne réellement dans le contexte actuel, l'Ukraine sortirait complètement déshabillée. Non seulement la Russie obtiendrait la Crimée de manière officielle ou officieuse, mais encore plus, elle obtiendrait probablement la reconnaissance de facto sur l'annexion des territoires de l'Est. En vérité, on peut aller encore plus loin. Il est possible que la Russie exige et obtienne le contrôle sur le reste des territoires du Donbass, même ceux qu'elle ne contrôle pas encore. Pourquoi? Simplement parce que l'alternative, c'est la poursuite de la guerre jusqu'à l'accomplissement de cet objectif. C'est comme ça que fonctionnent les rapports de force en négociation. Et maintenant, si l'Ukraine ne peut plus maintenir la cadence, alors chaque jour de déficit militaire empire sa posture à la table de négociation. Plus l'Ukraine attend, plus elle sera forcée à faire des concessions. Si elle attend trop, alors on pourrait assister au scénario catastrophe, soit l'effondrement total de la résistance. Si l'armée ukrainienne est mise en déroute, alors la Russie pourrait carrément prendre Odessa, Kharkiv et pourquoi pas Kiev. La seule chose qui pourrait l'empêcher, eh bien, ce serait une intervention directe de l'OTAN, donc essentiellement la Troisième Guerre mondiale. Et au-delà des enjeux militaires, il y a aussi une question embarrassante qui devient de plus en plus difficile à ignorer, soit celle du remboursement. On a déjà produit une vidéo entière sur le financement de la guerre en Ukraine, donc si ça vous intéresse, je vous invite à la consulter. En gros, l'écrasante majorité des supposés cadeaux à l'Ukraine sont en fait facturés et devront éventuellement être remboursés avec intérêt. La facture atteint déjà un montant époustouflant que tous présument sera remboursé par des réparations russes. Or, à chaque jour qui passe, cette facture augmente, alors que les chances d'obtenir des réparations diminuent. Pire encore, le modèle économique ukrainien lui-même est sérieusement compromis. Des millions de réfugiés ont quitté le pays, des terres productives ont été contaminées ou conquises, incluant des territoires riches en ressources naturelles et en industries essentielles pour l'Ukraine. Ceux qui ont financé la guerre commencent déjà à s'inquiéter quant à la capacité de l'Ukraine à rembourser un jour. S'il fallait qu'elle contracte encore plus de dettes à des taux toujours plus élevés, qu'elle perde plus de territoire ou encore, par malheur, qu'elle perde son accès à la mer Noire, eh bien, les choses pourraient rapidement se compliquer. On parle de centaines de milliards de dollars. Si l'Ukraine tombe, cet argent est perdu à jamais. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors dans le cas actuel, les nerfs sont à vif. Et c'est pourquoi l'Occident tente désespérément de pousser l'Ukraine à la négociation, pour sauver ce qui en reste. En attendant, on fournit à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour maintenir les lignes actuelles, ni plus ni moins, sachant trop bien que le reste est déjà condamné, du moins, jusqu'à la prochaine fois. Quand on regarde le conflit avec un peu de recul, on constate qui sont les véritables gagnants. Certes, les Américains ont gagné énormément à court et à moyen terme. De côté, ils ont expulsé le gaz naturel russe du marché européen. Ils ont mis fin au rapprochement avec l'Allemagne, détruit Nord Stream et acquis 2 nouveaux membres dans l'alliance de l'OTAN. Les États-Unis ont pu imposer des pertes considérables à la Russie sans sacrifier un seul soldat américain. D'un autre côté, la Russie, elle, est sur le point de démontrer que l'Occident n'a tout simplement pas les nerfs assez solides pour appuyer ses alliés jusqu'au bout, et ce, peu importe les engagements et les belles paroles. Imaginons une instance qui découle d'un accord de paix tel que décrit plus tôt. Ça implique carrément que les actions de Poutine sont validées au sens de l'ordre mondial. Il est possible d'envahir
de conquérir et d'annexer le territoire des pays voisins. Suffit d'être patient et d'attendre que l'Occident se lasse. Qu'est-ce que ça veut dire pour les pays baltes, pour Taïwan? Qu'est-ce que ça veut dire pour la crédibilité des États-Unis, de l'Europe et de l'ordre mondial qu'ils disent défendre? Chers amis, le roi est nu. L'Allemagne ne sera plus jamais la même. L'Europe contemple ouvertement la désintégration. Le dollar américain a été exposé comme un instrument de guerre économique, donnant un nouvel élan aux BRICS et aux efforts internationaux de dédollarisation. C'est peut-être pas politiquement correct, mais il faudrait surtout pas négliger à quel point, en dehors de l'Occident, tout le monde se balance de la guerre en Ukraine. Au Moyen-Orient, on s'en balance. En Asie centrale, on s'en balance. En Chine, en Inde, on s'en balance. En Amérique latine, en Afrique, faites-moi rire. Si je l'évoque, ce n'est pas pour applaudir Poutine, plutôt parce qu'il faut regarder la réalité en face. Washington peut danser sur la tombe des Russes et des Ukrainiens tués tout en célébrant des gains superficiels. La vérité, c'est qu'on n'a encore rien vu des conséquences géopolitiques à long terme. Il faudra des décennies pour comprendre tout ce que ça a provoqué, évité ou accéléré à travers le monde. Le plus tragique là-dedans, ce qu'on refuse de dire à voix haute, c'est que la conclusion à laquelle nous allons probablement assister aurait pu être obtenue dès le départ par la voie de la négociation, en épargnant des centaines de milliers de vies humaines, des millions de réfugiés et la destruction de pays entiers. Évidemment, la guerre est loin d'être finie. Il faut s'attendre à ce qu'elle dure encore des mois. On n'empêche qu'en Ukraine, ça sent la fin. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. Pour avoir accès à une émission d'1 heure à chaque semaine, vous pouvez rejoindre notre communauté de milliers de membres exclusifs pour seulement $1 ou €1 par mois. C'est la meilleure manière de nous appuyer et en plus, vous avez accès à des émissions sans script et décontractées dans lesquelles on analyse l'actualité de la semaine tout en répondant en direct à toutes vos questions. Suffit de cliquer sur le bouton souscrire ou de vous rendre sur notre site web. Finalement, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction CyberGhost VPN. Protégez vos données et obtenez un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour €2,3 par mois seulement.